Donc, Faisal Boujma, je suis technologie stratégiste chez Orange et plus précisément dans le département Data IA. Compte tenu du fait que l'introduction au sujet a été faite, donc je passe directement à ce que nous faisons. Alors, pour commencer, je vais vous lister en fait les cas d'usage priorisés chez Orange. Donc, il y a la relation client, qui nous paraît effectivement avoir un potentiel extrêmement important, en tout cas par rapport à nos activités et à ce qu'on souhaite faire. Il y a le marketing qui est un champ effectivement excellent pour les IA génératives. L'incontournable codage, surtout pour des entreprises qui n'ont pas forcément suffisamment de cerveau pour coder, donc accélérer effectivement la programmation côté logiciel. Et puis quelque chose qu'on peut assimiler finalement au codage, mais qui n'est pas exactement, c'est pour ça qu'on le sépare, c'est le requêtage de bases de données en langage naturel. C'est-à-dire qu'on souhaite effectivement que des gens qui ne sont pas forcément experts en SQL puissent interroger dans les prochaines semaines ou prochains mois, donc des bases de données vraiment en langage naturel, s'ils ne sont pas forcément, qu'ils sont des gens du métier, mais qui n'ont pas l'expertise technique. Le message qui est souligné en jaune est extrêmement important. Donc les retours, on parlait, on évoquait ce point-là juste avant. Tous les retours, donc pour Orange en tout cas, ça fait partie des guidelines. Tous les retours d'une IA générative doivent être contrôlés par un être humain avant utilisation. Jamais, jamais, en tout cas pour l'instant, avoir une boucle complètement directe, automatique sur une IA générative. Donc, il y a toujours un humain dans la boucle. Alors, en termes de technologie, Ludovic vient d'évoquer effectivement pas mal de solutions. Ce qu'on a cherché, c'est plutôt focaliser effectivement sur les majors, on va dire. Donc, il y a de l'OpenAI, ChatGPT, GPT-4, donc priorité à GPT-4 pour l'essentiel. On s'est battu d'ailleurs avec Microsoft et OpenAI pour qu'on ait le plus rapidement possible un GPT-4 disponible sur leur data center en Europe pour être respectueux un peu des règles européennes. Google Bard, évidemment, considérant que Google est un acteur extrêmement important, même s'il semble en retard, ça n'est peut-être pas forcément le cas. Et puis surtout l'open source. On croit, Ludovic vient de parler d'une annonce faite récemment par Meta, donc à Vivatech, pour ceux qui étaient à Vivatech il y a 4-5 jours. Il y a donc Meta, mais il est probable que d'autres, en tout cas, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de ce qu'on perçoit en coulisses, mais il est probable que le marché risque effectivement, qui est aujourd'hui, tout le monde parle d'OpenAI et de ChatGPT, il est possible qu'il y ait des bouleversements majeurs donc côté open source. Alors, comment nous le faisons? Donc c'est le premier point, l'histoire du bac à sable. Évidemment, donc il y a une question qui est arrivée donc pendant l'intervention de Ludovic, où Madame, donc au fond là-bas, posait effectivement la question sur l'aspect effectivement, on va dire ce qu'on sécurité, confidentialité, etc. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on met comme question, ce qu'on émet comme question vers un ChatGPT ou autre, nous utilisons aussi Bard en bêta test. Nous avons accès à la bêta test. En fait, si vous avez bien compris comment ça fonctionne, il y a effectivement une espèce d'apprentissage initial, une phase en tout cas préliminaire, mais cette IA, comme toutes les IA d'ailleurs, le principe général, c'est de continuer à apprendre, comme nous, êtres humains, de l'usage. Et donc,
Aujourd'hui, donc, une IA générative, elle se nourrit aussi des questions-réponses, de l'interaction avec les utilisateurs. Et dans les questions que vous mettez, vous pouvez être amené à mettre des choses qui relèvent de votre savoir-faire métier, voire des choses confidentielles. Et donc, vous ne savez pas derrière le rideau ce qui se passe. On n'a aucune garantie. Et on n'a aucun engagement de ces éditeurs aujourd'hui. Donc, ce qu'on a demandé, je pense qu'on était parmi les premiers en France, si je ne me trompe, très modestement, à demander un bac à sable. Un bac à sable auquel on travaille avec un peu plus de sérénité, suffisamment sécurisé, donc on n'est pas sur l'Internet ouvert. Tous les collègues qui vont utiliser effectivement ces technologies chez Orange vont utiliser ce bac à sable dans lequel effectivement il y a une garantie de sécurité au sens classique, mais aussi ce qu'on a souhaité, c'est que tout ce que met Orange ne sert pas pour alimenter l'apprentissage du moteur général. Parce qu'il y a effectivement des risques où effectivement cette IA globale, un ChatGPT par exemple, il apprend des interactions avec l'utilisateur A de l'entreprise A, mais cet apprentissage, une fois fait, il peut le réutiliser pour répondre à un utilisateur B d'une entreprise B. Et donc, c'est quelque chose qui est possible. On ne dit pas que c'est systématiquement ça, mais c'est possible. Voilà. Et puis, donc, on fait tout ça pour bien comprendre l'alignement des besoins d'Orange dans l'affaire, parce qu'effectivement, l'idée, c'est quand même que l'entreprise adapte ses technologies, l'usage de ces technologies, le choix des bonnes technologies par rapport à ses besoins. Ce n'est pas la techno qui se fait en premier, c'est d'abord nos besoins qui vont piloter le choix définitif après cette phase exploratoire. Donc voilà. Donc avec cette petite insistance sur l'open source qui risque effectivement de bouleverser pas mal de jeux. Alors, quelles sont les actions qui ont été lancées? Oui. Oui, pas mal. Mais je ne peux pas effectivement, le temps en partie ne me permet pas effectivement de rentrer de plus de détails malheureusement. Mais effectivement, si on évalue, bon, c'est pas juste, on dit on va évoluer. Donc il y a tout un plan qui est suivi pour que là aussi, en fait, l'idée c'est de se prononcer à la fin, mais modulo un certain nombre de critères, pas dans le vide, pas dire oui effectivement on a aimé ça, mais pourquoi? Non, c'est très structuré. Alors, quand la vague a commencé, en fait, côté Orange, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un certain nombre d'experts, donc très tôt, c'était en novembre déjà. Nous sommes une entreprise un peu particulière qui a gardé quand même une activité de R&D. Et donc, ça a permis quand même de voir arriver les choses. Ce n'était pas le 30 novembre, bien avant, en fait. On travaillait déjà sur des souches d'IA génératives avant la vague ChatGPT du 30 novembre dernier. Et donc, en fait, malgré tout, compte tenu du phénomène qui s'est amplifié, nos managers nous ont demandé de rédiger un mémoire d'expertise, ce qui a été fait pour expliquer effectivement en quoi c'est important pour Orange de le faire, pour le groupe. Il y a eu une note sur les bonnes pratiques et les précautions à prendre dans l'expérimentation de ces usages, parce qu'effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vois un collègue dans la salle qui était rédacteur de ces guidelines. Notamment, il faut se méfier effectivement de ces usages un peu cachés, parce qu'effectivement, quand vous utilisez, en fait, ça a été, il y a eu un peu une certaine contestation, parce qu'aujourd'hui, dans les moteurs de recherche, notamment sur Bing, Microsoft, OpenAI ont mis l'aspect ChatGPT dessus dans la suite bureautique aussi de Microsoft pour les entreprises qui utilisent Office. Et donc, vous rédigez quelque chose, votre PowerPoint, votre Excel, votre Word, vous faites votre recherche avec Bing. Ça utilise ChatGPT, peut-être d'ailleurs à votre insu.
Et donc, on a souhaité effectivement que ça soit plus clair, mais il y a possibilité effectivement d'avoir à travers ces usages cassés, pareil, des fuites d'informations, parce qu'effectivement, naïvement, vous pensez que ce que vous mettez sur votre PowerPoint ou sur votre Word, il y a un petit moteur qui vous aide, mais vous ne savez pas ce que ces informations deviennent en ligne après, derrière le rideau, comme je le disais tout à l'heure. On a lancé aussi pas mal de séances d'acculturation et de formation, donc à ces choses-là. Ça se met en place. On a commencé par les séances d'acculturation pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour les data scientists. On considère que cette rupture, elle concerne absolument tout le monde. Tout le monde y a droit. Et donc, on a commencé par l'acculturation très tôt. Moi, personnellement, j'ai commencé à animer des choses d'acculturation en interne en février dernier. Et puis, donc, on a mis en place aussi, pour aider là les projets qui démarrent et qui cherchent effectivement à utiliser ces technologies-là ou les évaluer. Donc, on a mis un centre d'expertise groupe, parce que l'expertise n'existe pas. Nous sommes un groupe extrêmement large, on est sur 26 ou 27 pays. Et donc, on a essayé effectivement, peut-être que c'est une structure, en tout cas pour le démarrage, elle est importante. Nous pensons qu'après, cette expertise sera un peu partout dans le groupe et donc peut-être qu'effectivement on aura moins besoin. Mais pour le démarrage, pour une entreprise, c'est extrêmement important parce que le pool des gens qui maîtrisent le sujet n'est pas aussi large que ça. Effectivement, c'est une meilleure connaissance de ce qu'il y a derrière ces IA génératives, ce qu'on sait faire avec et comment les utiliser. Notamment, donc, il y a eu le mot-clé prompt engineering. Là, c'est peut-être un nouveau métier finalement qui se crée, ou une nouvelle expertise. Et donc, voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour que, aussi bien le commun des mortels, on s'adresse pas, j'ai dit, on s'adresse pas uniquement aux spécialistes de l'IA et de la data science. Il y a effectivement des formations pour eux, mais il y a surtout toute l'armée, si j'ose dire, de collègues qui ne sont pas forcément experts et qui sont amenés à utiliser les marketeurs, les RH, la finance, les juristes, etc. Alors, et puis, donc, on a accompagné quand même ces actions extrêmement concrètes par d'autres actions qui relèvent plus de la réflexion approfondie sur effectivement les nouvelles transformations. Et pour nous, dans notre compréhension, c'est vraiment une deuxième ou une troisième étape de la transformation numérique des entreprises. Si on considère que la numérisation est la première étape, l'IA, c'est la seconde étape. L'IA générative, c'est une troisième étape. C'est vraiment, ça relève de quelque chose qui fait sens, qui est important. Ce n'est pas juste un petit fait comme ça dans un coin. Donc, dans le prolongement de la numérisation et de l'IA, comme j'étais en train de le dire, il y a aussi la mise à jour de nos travaux de recherche. Nous avons effectivement, nous faisons partie des entreprises qui ont une activité de recherche. Et donc, on est en train de mettre en place, il y a un certain nombre, mais pas que chez Orange, partout dans le monde, les centres de recherche sont en train de se reformater. Il y a beaucoup de choses, en fait, autour du langage naturel qui sont devenus des travaux de recherche qui sont aujourd'hui abandonnés ou à abandonner parce que ça n'a plus de sens avec ces IA génératives, nouvelle génération. Il y a aussi les risques. Donc, on en a parlé aussi dans les présentations précédentes. Nous ajoutons un chapitre à notre référentiel du management des risques d'Orange, un chapitre sur les risques derrière les IA génératives. Et puis, donc, l'alignement aussi de la gouvernance des données et de la démocratie des données, donc data democracy. Donc, et la gouvernance des données globalement, dans cette nouvelle perspective aussi, nous le regardons de très, très près. Et puis, pour terminer, donc voilà comment nous sommes organisés. Donc, Orange Innovation, c'est là où je suis. Nous avons les Orange Pays, on est présent dans 26 pays. Nous avons Orange Business qui s'occupe de l'entreprise. Et nous avons effectivement les fonctions support d'Orange, nos juristes, réglementation, finance, RH. Et donc, voilà, donc en fait, on essaie ici de travailler l'avance de phase et travailler l'IA générative pour Orange, mais aussi nous travaillons avec nos collègues ici pour... pardon, oups.
Ils sont tête. Donc, effectivement, donc on a nos clients ici, qu'ils soient dans les pays ou entreprises, grand public ou entreprises, qui bénéficient finalement de ce qui est fait en interne. Donc, nous, en revendant, entre guillemets, l'expertise développée en interne vers les entreprises qui en ont besoin à travers effectivement ce que Orange Business, nos collègues d'Orange Business, ou à travers les pays pour l'aspect grand public. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On prend une question? Deux, oui. Quatrième. Oui. Oui. En fait, là, c'est effectivement, il faut peut-être, c'est bonne remarque. En fait, les bases de données, c'est en interne. Donc là, c'est plutôt un usage strictement interne de nos bases de données. Il ne s'agit pas de requêter quelque chose qui est en dehors de nos périmètres. Et donc là, c'est plutôt, ça va s'appuyer sur des touches plutôt déployées en interne. On ne passera pas par un chat GPT pour interroger nos bases internes. En tout cas, pour l'instant, c'est prévu comme ça. Alors, le contrat humain, effectivement, il a peut-être moins de sens parce qu'effectivement, le contrôle humain, donc là, on est quand même sur des bases de données qui nous sont propres, avec un périmètre restreint, comme ça a été dit. Donc, on aura des IA génératives qui ont une connaissance, si j'ose dire, universelle. Il y a des choses qui sont un peu plus en interne, qui sont de plus petite taille, qui sont plus sécurisées, plus de confiance. Le problème se posera beaucoup moins.